France Maghreb 2. Le grand forum, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti, c'est vendredi aujourd'hui jusque 19h en ce vendredi sur France Maghreb 2 avec Monsieur Morad Goual. Comment ça va notre Marseillais? Bonsoir Christophe, bonsoir chers auditeurs et bonsoir à tous les Marseillais, principalement mon fils et ma fille comme d'habitude, gros bisous. Très très bien. Le Marseillais des plus Marseillais et le Parisien des plus Parisiens sera en retard. D'habitude on dit que les Marseillais sont très en retard, alors j'ai remarqué que vendredi c'est les Parisiens qui sont en retard. Ça fait 3 vendredis que je t'explique que le quart d'heure marseillais c'est un quart d'heure de politesse et on arrive toujours en retard et non pas en avance. Très bien. Donc on a inversé les rôles effectivement et notre ami Tarek est un vrai Marseillais. En fait ouais voilà c'est ça, vous avez changé le truc. C'est ce qu'on a compris. Alors c'est pas ce que je voulais dire, je me suis embrouillé. C'est pas grave, on a compris, c'est l'essentiel. Mon cher ami Morad, tu vas nous parler de quoi dans ton avis tranché? Alors c'est un coup de gueule, c'est contre je suis en train de découvrir le vide abyssal qui anime les candidats Macron. Ouais. Et je m'inquiète de voir qu'on va porter au pouvoir 500 clones qui ont quasiment tous pas grand chose dans la tête ou en tout cas pas de grande qualité politique. Oui, plutôt pas de grande qualité politique pour ce qui est dans la tête, on sait pas trop, on les connaît pas, donc voilà. Ouais, mais les peu de démonstrations que j'ai vues à travers des vidéos, parce que je m'y suis intéressé cette semaine, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Le coup de cœur, Morad. Il y en a pas, je suis désolé, je reste sur un coup de gueule. C'est pas grave, pas de problème. Ça sera Tarek, je pense. Le j'aime ou j'aime pas, oui, il a déjà un coup de cœur musical, notre ami Tarek. Ce sera une chanson de Lutfi Botchnak tout à l'heure. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre, bien sûr, en direct à la radio pour échanger. Et on est à 2 jours maintenant de ce deuxième tour de cette élection législative qui va peut-être, tout simplement confirmer cette dynamique en marche. Et puis, vous le savez, depuis 15 heures, on a démarré ce radioton avec Human Appeal pour venir en aide à 5 pays victimes de la famine et pour offrir des colis alimentaires pour pour 90 € pour un colis alimentaire qui permet de nourrir une famille et ce pendant un mois pour 5 pays en particulier: le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Palestine et la Somalie. Voilà. Et nous serons en direct tout à l'heure avec justement le représentant à Marseille dans 17h30 pour faire le point sur ce radioton tout au long de ce week-end jusque dimanche. 01 42 46 36 36 pour appeler Human Appeal et humanappeal.fr. Évidemment, n'hésitez pas, il n'y a pas de petits dons, 10, 5, 15, 20, 30 €. N'hésitez pas en tout cas à participer à ce radioton tout au long de ce week-end pour essayer d'atteindre l'objectif qui est donc de nourrir 1000 familles pour 1000 colis alimentaires. Côté musique, une très belle chanson. Je sais pas si tu connais, Morad. Sarah Ayoub, ça te dit quelque chose ou pas? Non, tu vas me faire écouter peut-être que... Magnifique voix, Yatayour sur France Maghreb 2. Sarah Ayoub à l'instant, superbe chanson en tout cas, mon ami Morad, c'est pas mal quand même, c'est la super voix est bien. très douce et elle t'emporte avec la mélodie. Ouais, et c'est une chanteuse que j'ai eu l'occasion d'interviewer, vraiment en plus très sympathique. Allez, on accueille l'ami Amar tout de suite qui est avec nous, on est le 21e jour de Ramadan. Bonsoir monsieur Amar, salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum. On sent un mec qui a jeûné depuis longtemps. Ça s'entend. Hein. Un peu de respect pour les anciens. Oui, voilà. Ça devient dur, en fait, pour vous, c'est ça? Toi aussi, sûrement, hein, alors arrête. Et on dit d'ailleurs que les 10 premiers jours, c'est les 10 jours, c'est considéré comme une vitesse de galop, je crois. Les 10 jours du milieu, le mulet, et les 10 derniers jours, c'est comme l'âne. Ça va très lentement. C'est le contraire, on dit que les 10 Non, c'est pas le contraire. C'est là qu'il faut être justement plus courageux. Mais c'est pas une question d'être courageux, c'est une question que ça passe de moins lent, plus. Oh, ça passe lentement. très vite. Arrête. Oui, mais de toute façon, vous êtes jamais content. Vous êtes un grincheux de nature, vous, hein, c'est connu. Bon, arrête de dire n'importe quoi. Hein. Dites donc, vous allez vous calmer, moi. Tu me parles avec respect, hein. Voilà. Alors, 21e jour de Ramadan, mon cher ami Amar. Que s'est-il passé? Bon, alors, le 21e jour de Ramadan en l'an 273 du calendrier hégirien, c'est Ibn Majah, rahimahullah, qui est rappelé par son Seigneur. Alors, Ibn Majah, c'était un traditionniste, auteur du Kitab al-Sunan, ou livre des traditions, qui compte pas moins de 4000 hadiths. C'est un ouvrage qui, quand même, a été quelquefois critiqué, mais il ne sera pas moins reconnu comme l'un des, entre guillemets, ces livres étant à la base de la science du hadith. Par contre, les Maghrébins, eux, comme ils sont un petit peu contestataires, eux ne l'adopteront pas comme tel.
Nous sommes en 723 et cette fois-ci nous allons du côté de la Turquie et c'est en 723 c'est un certain Orhan qui deviendra le deuxième sultan ottoman. Alors Orhan, rahimahullah, il fera la conquête des villes de Bursa ou Brousse et qui en fera d'ailleurs sa capitale et aussi la ville d'Iznik ou Nicée. Et il prendra des mesures telles que les frappes de la monnaie, des réglementations au sujet des tenues vestimentaires des militaires, et il réorganisera la cavalerie. Alors, de nombreuses fondations pieuses bénéficieront de ces largesses. Et il prendra pour épouse la fille du co-empereur byzantin Cantacuzène. Et son fils, Suleiman, rahimahullah, lui, traversera les Dardanelles et il prendra la ville de Giliboulou ou Gallipoli. D'ailleurs, cette ville existe toujours. Elle se trouve de l'autre côté des Dardanelles, dans ce que l'on appelle communément la Turquie d'Europe. Et donc, j'en profite puisque nous allons le quitter avec cela pour saluer nos amis turcs, nos frères turcs et leur souhaiter un bon Ramadan. Et pourquoi aux Turcs et pas aux autres? Non, je dis particulièrement pourquoi, parce que nous parlons des Turcs, là, d'un de leurs ancêtres, c'est pour cela. Si nous avions parlé des Tunisiens, nous aurions dit les Tunisiens, les Algériens, etc. On souhaite un bon Ramadan. D'une façon générale, aux musulmans de la planète. Voilà, c'est ce que je préfère, moi. Je préfère des discours un peu plus, vous voyez. Bon. C'est-à-dire un peu plus quoi? Un peu plus collectif, quoi. On est tous ensemble. C'est collectif quand même. Hein. Ouais. Bon, ça va. Il parle d'être un grincheux, j'en connais un autre, hein. Bon, allez, monsieur Hamar, je pense qu'il est temps que vous partiez en week-end, vous, hein. Je pense qu'il est temps que le Ramadan se termine pour vous, hein. Oui, sûrement, monsieur. Parle pour toi. Moi, tout va bien, hein, je te rassure. Merci Hamar, en tout cas, et bonne soirée. Bonne soirée, à lundi, Inch'Allah. À lundi, effectivement, chaque jour, on revisite donc avec Hamar l'histoire du Ramadan sur France Maghreb 2. Il y a une touriste qui arrive. Ah, le touriste toujours en retard, hein, évidemment. Alors, pour ceux qui le voient pas, il est muni d'un chèche avec un protège-nuque. Parce qu'il a peur d'attraper un coup de soleil. Une doudoune qu'on met en août ou en septembre, même octobre pour la rentrée. Et puis voilà, notre ami Tarek est arrivé. Très bien. Eh bien, parfait. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce que t'as pas fait, toi, il a été au Maroc, il est revenu, tu vois, donc faut s'adapter à chaque fois. Avec Macron, avec le président. Monsieur Macron. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République. On ne partage plus rien avec notre ami Tarek. En même temps, faut le faire exprès pour pas savoir, hein. Tellement, c'est vrai. Tellement c'est en marche là pour le coup. Que, voilà. On a marché. Vous avez marché? Ouais. Ah. Alors, on en reparlera évidemment plus longuement tout à l'heure, mais est-ce que ça a changé d'ambiance avec Hollande? Complètement. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, je vais faire dans l'humour. Quand l'équipe de presse qui nous a accompagnés me donne l'impression, vu l'expérience et le certain nombre d'années qu'on a passé dans ce métier, qu'on a affaire à des jeunes qui sortent du bac, tellement ils sont frais, tellement ils sont jeunes, tellement ils n'ont pas les vieilles habitudes. C'est pas des roublards. Pas encore, mais bon, c'est vraiment des gosses qui arrivent et qui, j'allais dire, et qui essaient de mettre tout le monde à l'aise, mais qui posent les questions à ceux qui connaissent déjà un petit peu. Donc c'est une ambiance très différente. Deuxième chose, alors on va leur décerner la fameuse expression, le gant de velours dans le domaine de fer. Voilà, donc gentillesse et tout ça, mais quand le président arrive et avant qu'on prépare les questions, c'est voilà, et puis stop et fin. Donc il y a un changement d'ambiance, et puis on parlera peut-être tout à l'heure un peu plus, il y a un changement d'ambiance de la conférence de presse, avec un président qui fait vraiment très très jeune. Bon, moi je l'ai vu 2 ou 3 fois, mais là cette fois j'ai été voir le président et non pas monsieur Macron, et c'est une image de jeunesse complètement c'est rafraîchissant. C'est plus que ça, c'est un gamin qui est en face de vous, et avec tous les agents de sécurité pour vous rappeler qu'il est président de la République, et qui donne l'impression de quelqu'un qui sort de je sais pas où, mais c'est vraiment une image marquante par rapport à monsieur Chirac, à monsieur Sarkozy, à monsieur Hollande. Et dernière chose, lui aussi, alors il paraît très solennel par rapport aux autres présidents.
Est-ce que il est illuminé, comme dit un de mes voisins pour rigoler, journaliste? Est-ce qu'il est sûr de son coup? Mais c'est solennel, c'est-à-dire que le côté, on commence par bavarder un peu et puis après on se lance, ça n'existe pas. Il arrive, bonjour messieurs, dames, ma déclaration, vos questions, et il s'en va. Voilà un petit peu l'ambiance. Il n'y a pas de proximité en fait. Il y a alors voilà, je crois que je vous l'ai écrit, cher Christophe, il y a une très grande proximité physique, Mais pas forcément. mais pas de proximité humaine. C'est-à-dire qu'à 1 mètre de lui, on se regarde les yeux dans les yeux, mais on sent qu'il est fermé sur lui pour écouter et répondre sans... C'est une communication anglo-saxonne. En tout cas, c'est la première fois que je vois ça en France avec les présidents. Mais en tant que candidat, ça a changé parce que quand il paraît que candidat, il écoutait beaucoup les gens, il aimait beaucoup s'entretenir avec les gens, et ça a changé ça. Mais il a moins de temps. Ça a beaucoup changé dans la conférence de presse, mais par contre j'ai été surpris, ça n'a pas changé dans le fameux salon Vivatech, où il a passé pratiquement 10 minutes avec la même personne, il a dialogué avec un robot, remonté, il posait les questions et le robot répondait, et à la fin il lui dit non, vous, je vais vous redonner à votre patron, parce que le robot commençait à sortir des choses, vous voyez. Ouais. Donc il y a cette proximité, mais en tout cas dans la presse apparemment... Mais est-ce que c'était une visite officielle, Tarek? Parce qu'apparemment Non. Alors c'est pas une visite officielle. D'ailleurs dans le document et partout, il annonce que c'est une visite d'amitié. Dans laquelle il n'y avait aucun homme politique qui l'accompagne, ni ministre, ni homme d'affaires, ni quoi que ce soit. Attends, il y avait Jacques Lang, il paraît. Non, il n'y avait pas Jacques Lang. Je peux vous confirmer. Non. Mais Jacques Lang est toujours au Maroc, donc je veux dire, s'il est par hasard dans la même ville, c'est autre chose. Dans la délégation, il y avait en gros 5-6 personnes qui faisaient partie vraiment de la délégation. J'en citerai 2 ou 3. Il y avait Gilles Kepel. Tout le monde s'est posé la question, que vient faire Gilles Kepel là-dedans? Ouais. Ben, moi, je réponds qu'il essaye de se réintroduire dans chaque circuit qui arrive. Ouais. C'est un petit peu le Attali, l'Institut Montaigne a besoin d'argent. Ben, je sais pas, oui. Et deuxième chose, il y avait Madame Bariza Khiari. Donc, oui. La sénatrice qui se représente pour en septembre et qui apparaît comme une madone. Elle le sait, ce que je pense d'elle. Une madone avec tous ces jeunes qui sont en marche. Il y a un avocat, un ami de la radio, quand on parle des amis des fonds, c'est Hiba, Maître Hiba, donc qui est franco-marocain. Et il y a 2 autres jeunes, mais vraiment jeunes, c'est-à-dire moins de 40 ans pour faire simple, jovial, qui faisait partie de la délégation et qui était donc tout le temps derrière le président. En dehors de ça, il y avait la sécurité, il y avait Madame Macron, pour mesdames qui écoutons, on est en plein Ramadan. Une superbe robe blanche au-dessous des genoux, sans manches. Sobre. Très belle robe, je veux dire, toutes les femmes de 30 ans rêveraient d'avoir une robe comme ça, avec un super sac, très décontracté. Et puis, pour une fois, pour vous montrer, pour vous expliquer, cher Christophe... Non, mais j'aime bien dire, toutes les femmes de 30 ans aimeraient avoir la robe et le sac de Brigitte Macron. Il a parlé au conditionnel, il a dit aimerait, il a pas dit... Voudrait. Et puis, il y avait, et c'est qui confirme que c'est une visite privée, amicale, familiale, la femme du roi, donc la Salma, qui était elle habillée en pantalon et en belle chemise blanche aussi, et il y avait le prince héritier, donc à l'accueil, et le frère du roi. Et donc quand le président Macron va descendre de son avion, il est reçu par la famille royale. Ouais. Et il n'est pas reçu par l'État marocain. Ouais. Et c'était l'avion de l'État français ou c'était un avion privé? Non, c'était l'avion de M. Sarkozy, le fameux Falcon. D'accord. Voilà. Non, mais ça, c'est, on va pas prendre prier. Non, mais c'est pour un peu essayer de décrire cette ambiance. C'est-à-dire que j'ai fait des visites officielles avec plusieurs présidents, et j'ai fait une visite privée avec un président. Celle-là, c'était vraiment du privé. C'est la famille du roi qui viennent attendre un copain. Voilà. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure et plus longuement, évidemment, sur France Maghreb 2, parce qu'il y a eu des choses intéressantes. Il a parlé de ce qui se passe dans le RIF? Tout à fait, avec une belle question de France Inter, à laquelle il y a eu une longue réponse des présidents. On en parlera tout à l'heure. Très bien. Alors, il y a eu en gros 3 questions. Une question sur le Qatar, une question sur les relations franco-marocaines. Il semble d'ailleurs s'agiter à Macron en matière de relations avec le Qatar, puisqu'il va recevoir la semaine prochaine l'émir du Qatar. Non, pas l'émir du Qatar. Alors ça, c'est une erreur de l'AFP qui est sortie, qui est démentie, mais il va essayer de recevoir tout le monde. La question qui a été posée C'est quoi vos sources, Tarek? Parce que moi l'AFP hier, on était sur place,
on a posé la question, il dit non, c'est pas l'émir du Qatar, c'est pas encore programmé, mais ce qui est programmé, c'est qu'il va voir tout le monde. L'héritier d'Abu Dhabi et l'émir du Qatar. Moi, c'est ce que j'avais. Mais tous. Il a déjà reçu le président du Sénégal, il a reçu le président de la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'était lundi, ouais. Non, mais donc il va tout recevoir. Oui, mais Tarek, je veux dire, même s'il reçoit le président, enfin l'émir du Qatar ou le... Il va le faire. Mais il est obligé, ceux qui nous achètent nos avions. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Bon, c'est un minima. Merci Mourad d'avoir coupé la question, parce que la question du Qatar a été, à mon sens, je l'ai dit à ma consoeur, mal posée, parce qu'elle lui dit en clair, est-ce que vous avez parlé du Qatar avec le roi? Alors que la question, la France est aujourd'hui à 2 gros clients dans les armes, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Oui. La France, comment elle va faire pour ne pas perdre l'aide des deux marchés? Voilà. Et c'est ça la question économique. Celle-là n'a pas été posée, mais bon, moi je l'ai posée. Donc, question sur le RIP, sur le Qatar, sur les relations franco-marocaines. La relation franco-marocaine, pourquoi venir au Maroc la première? La relation Qatar-France-Maroc, est-ce qu'ils partagent le même point de vue ou pas? Et la situation gravissime au Seima, où moi-même j'ai pu aller après les rendez-vous officiels, échanger avec quelques Marocains, et j'ai recueilli quand même quelques sons de cloche différentes qui me permettent, peut-être sans prétention, de comprendre un peu mieux aujourd'hui la situation qu'il y a une semaine, quand on a déjà parlé, et que je voulais pas m'exprimer sans avoir eu plusieurs points de vue pour être non pas équilibré, mais factuel au moins, c'est-à-dire les éléments objectifs des uns et des autres. On n'a pas les résultats des circonscriptions des Français de l'étranger, hein? Deuxième tour, pas encore, on vote dimanche, le même jour. Non, parce que le premier tour, on avait le résultat avant. Non. C'était si. Oui. Si, on avait le résultat avant, Tarek. Non, excusez-moi. Bon, en clair, en dehors de ceux qui ont les décalages horaires, il y a une spécificité, c'est-à-dire que le premier tour a eu lieu une semaine avant le premier tour en France. D'accord. Et le deuxième tour aura officiellement date le même jour que la France, et on dira un petit mot sur le Maghreb, là il a Aïchi, Monsieur El Garab et tout ça, puisque ça aussi, j'y ai travaillé hier sur place et aujourd'hui pour approfondir les situations et répondre à vos questions, cher Christophe, parce que vous m'avez posé 2 ou 3 questions hors antenne, j'y répondrai dans la clarté. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami et Mourad Goual, pardon. Goual. En Marseille, on dit pas Gal, on dit pas Goual pour le but. On dit Goual, qui vient du mot des Roilem. Exactement. C'est une grande tribu du plateau oranais. Puisqu'on est à Marseille, on va y rester, puisque vous le savez, Tarek Mami, on a démarré le Radioton depuis 15 heures pour venir en aide à la famine dans 5 pays, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Somalie et la Palestine, avec le partenariat de Human Appeal. Évidemment, vous êtes invités à participer. L'objectif étant d'obtenir 1000 colis alimentaires, pour 1000 familles, pour nourrir 1000 familles, et ce pendant un mois. Le colis alimentaire, ça coûte 90 €. Évidemment, chacun peut donner ce qu'il peut, ce qu'il veut, en allant sur le site humanappeal.fr, en appelant aussi le 01 42 46 36 36, 42 46 36 36, 38 rue Léon, dans le 19e arrondissement, 18e arrondissement de Paris, pour l'adresse postale, et pour y aller aussi sur place, pour directement payer en liquide, comme je le disais tout à l'heure. Pour l'heure, nous sommes avec le représentant Human Appeal de Marseille, Mohamed. Bonsoir. Bonsoir, pour nous c'est bonjour, hein. Bon, Oui, c'est Marseille, c'est normal. Mohamed, vas-y, défends-nous, Mohamed. Bonsoir, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam, d'accord. À Marseille, c'est toujours pas trop vite le matin et très doucement le soir, hein. Non mais crois-moi Christophe, on est vraiment à fond, on est même à la bourre, et je peux même te le prouver. Alors vous avez sur le plateau un certain Mourad Goual. Oui, c'est ça. Il est partout. Oui, il est partout, lui. Aucune radio n'est parfaite, donc on fait ce qu'on peut. Hein. Je suis venu les renforcer, je suis venu pour ça. Tu vois, voilà, ils en avaient besoin. Tu vois, donc ça c'est une preuve. Alors, Mohamed, je te salue et j'espère qu'on te traite bien sur Paris. Je me défends, c'est pas dur, mais je me défends. On m'a obligé à porter un drapeau du PSG cette semaine. Ah bon? Ouais, j'ai dû prendre une photo contre mon gré. Ah, super, elle est où? Jean-Marc, il a. Elle est où la photo? Ah, tu l'as? On va la publier sur Facebook. Attention, Mourad, pas de dérapage. Alors, Mohamed, soyons sérieux 2 minutes. Le Radioton a démarré donc depuis 15 heures. On rappelle donc, l'objectif, c'est de venir en aide à 5 pays victimes de famine, dans 5 pays que vous considérez, en tout cas vous, à Human Appeal, comme étant les 5 pays les plus critiques et en matière d'urgence, en matière de famine. Donc le Yémen, évidemment, personne n'en parle, mais la situation est absolument dramatique au Yémen. Il faudrait qu'on en parle un peu plus longuement, parce que c'est vraiment très dramatique ce qui se passe là-bas.
la Palestine, la Syrie, l'Irak et la Somalie aussi. Absolument. Absolument. Alors, je voudrais savoir d'abord quel est mon temps de parole. Allez-y, parlez. Sinon, vous avez déjà perdu 30 secondes. Je te donne le mien. Ça déstabilise sa Alors, je concentration. vais commencer tout d'abord par saluer les auditeurs de France Maghreb 2. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. La dernière fois, j'ai fait une erreur sur le chiffre. Hein. Ouais. Et en même temps, toute l'équipe de la radio. Ouais. En saluant bien sûr Tarek Mami. Alors, Christophe, comme tu as pu le constater, le slogan qui a été mis en place par l'équipe de Human Appeal, c'est 30 jours pour changer leur vie. C'est bien ça. 30 jours pour changer leur vie. Et en réalité, si on venait à réfléchir, c'est 30 jours pour changer soi-même. C'est 30 jours pour nous-mêmes. C'est à nous de changer pendant ces 30 jours, et ce qui permettra peut-être de changer ce monde et qu'il soit meilleur. Alors je le rappelle, Syrie, Palestine, Somalie, Yémen, Irak, pour ces populations, la situation est quasi catastrophique sur le plan humanitaire. Alors, si je fais juste un petit topo sur chaque pays. La Syrie, nous arrivons à la 6e année de conflit, avec plus de 13 millions de personnes à l'intérieur du pays. 13 millions, toutes ces personnes ont besoin de notre aide. Parmi elles, 6 300 personnes déplacées à l'intérieur. Et bien sûr, plus de 4 millions en zone assiégée qui attendent notre aide. Ça, c'est la situation en Syrie. Nous la connaissons, nous l'avons vu même à travers les médias. Des personnes qui ont énormément de difficultés à se nourrir, à accéder à l'eau potable. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont assiégés et exposés en continu au conflit. Donc, sans trop m'attarder, je vais passer à la Somalie. La Somalie, c'est plus de 6 millions de personnes. 6 millions de personnes, et dont 3 millions de personnes qui sont réellement exposées à la faim et à la soif. Et si on fait rien pour ces personnes-là, eh bien, ils finiront par mourir. Le cas de la Somalie, c'est un cas récurrent. On le connaît. La famine, lorsqu'elle frappe au sein de ces populations, c'est assez virulent. Le cas de l'Irak. Tu es avec moi, Christophe? On est là. C'est les auditeurs qui sont avec vous. On suit ton propos. À Paris, on fait pas comme Marseille, on dit pas oui, on laisse les gens parler. Merci Christophe. Merci. C'est Tarek. Ah, c'est Tarek, d'accord. J'ai rien à dire, Tarek. Oui. Tout le reste que j'ai que pour toi, je peux pas te taquiner. Alors je me retiens. Oui. Ah oui, d'accord. Rabbi Samhak. Allez-y. On était où? 3 millions. Alors, on était à l'Irak. L'Irak, c'est 3 millions de personnes qui ont fui leur maison depuis 2014. 11 millions de personnes qui ont tout simplement qui attendent notre fin. Il faut savoir qu'en Irak, le pays est dévasté par les conflits. On trouve pas d'eau, on trouve pas de nourriture, et le peu d'eau qu'on peut trouver, c'est de l'eau malheureusement imbuvable, de l'eau insalubre. Et la plupart donc de ces gens, notamment des enfants, des femmes, qui consomment cette eau, bien, ils développent des maladies, telles que des maladies hydriques. La Palestine, qu'on connaît tous, la Palestine et notamment Gaza, qui est une population de 1,5 million de personnes qui vivent dans une prison à ciel ouvert. Bien sûr, pour la Palestine également, pas d'eau potable. Condamnés, donc ils sont condamnés à boire de l'eau de mer. Il faut savoir que l'eau de mer à Gaza est la plus salée au monde. Rien qu'en se lavant, on s'y brûle. Très rapidement, la situation, le Yémen. Le Yémen, c'est 18 millions de personnes qui ont besoin d'aide d'urgence. Il faut savoir que c'est plus de 7 millions de Yéménites qui ont réellement
qui n'ont rien à se mettre entre les dents. Et il faut savoir que tous les jours, c'est 6 enfants qui sont tués ou blessés. Alors notre objectif, comme il a été bien rappelé par mon ami Christophe, est de venir en aide à 1000 familles, parmi donc les pays que nous avons cités. C'est 1000 familles qui veut dire 1000 colis alimentaires. Le colis alimentaire... Pratiquement, Mohamed, comment on fait pour amener dans ce week-end, puisque l'opération Solidarité Humanapil, c'est 3 jours, ce vendredi, samedi, dimanche, comment l'auditeur de Marseille, du Havre ou de Paris ou d'ailleurs, ou même ceux qui écoutent par satellite, font pratiquement pour qu'ils prennent en charge une famille? Allons-y. Alors, pour prendre en charge une famille, pour le coût de 90 €, une famille est composée donc entre 5 et 7 personnes. Pour un mois, il faut appeler le 01 42 46 36 36. Vous pouvez faire votre don par carte bleue, par téléphone, ou aller sur le site www.humanapil.fr. Tout simplement, vous tapez humanapil.fr et vous y êtes, ou un chèque à l'ordre de Humanapil au 38 rue Léon 75 18 Paris. 75 18 Paris. Donc Léon, L-E-O-N. C'est pas Lyon, hein. Alors, d'accord? Si je résume, donc la prise en charge d'une famille, c'est 90 €. 90 €. Ouais. 90 €. Donc, alors moi, je m'adresse à Marseille, puisque nous avons beaucoup d'auditeurs qui écoutent France Maghreb 2. Hein. Et tout à l'heure, bien sûr, on a demandé, donc Christophe a demandé si on pouvait donner, si on avait un numéro sur Marseille. Bien évidemment, oui. Hein, le centre, bien sûr, c'est le 01 42 46 36 36. Sur Marseille, vous pouvez toujours m'appeler, donc Mohamed, moi en l'occurrence, au 06 35 51 55 69. Donc, bien sûr, pour les Marseillais et ceux qui habitent aux alentours de Marseille, donc peuvent se rapprocher de moi, faire leur don, soit par carte bleue, soit par chèque ou en espèces. Donc, je rappelle le 06 35 51 55 69. Mohamed, est-ce que vous allez être au marché de Noailles cet après-midi et demain pour que les gens viennent vous voir directement et vous avez votre carte bleue, votre machine carte bleue avec vous comme d'habitude? Merci de le rappeler, Tarek. Oui. Alors, oui, à partir dans une demi-heure. Hein. Oui. D'ailleurs, l'équipe est déjà sur place, comme tu dis, avec la machine carte bleue. Oui. Les t-shirts violets. À recueillir, bien sûr, avec les gilets violets, bien évidemment. Et ce soir, on organise l'iftar, comme à l'accoutumée, sur Belzunce, alors à l'angle de Belzunce, lac Canebière. À l'angle de Belzunce, lac Canebière. Donc il n'y a pas mieux que ça, hein. Belzunce, lac Canebière. On ne peut pas se tromper. Justement, et on est sur place et on distribue des repas chauds à hauteur de 250-300 repas. Ah justement, Mohamed, je voulais préciser à nos auditeurs que en dehors de cette action que tu mènes à travers ce radioton, que les auditeurs sachent que tout au long de l'année, justement, Humanapil, qui est très actif sur Marseille, fait beaucoup d'opérations caritatives, notamment à destination de la Palestine. Et je trouve, moi, il y a quelque chose qui me plaît dans cette démarche, c'est que on n'est pas dans le misérabilisme, on n'est pas dans la victimisation, et que ce que tu demandes justement et ce que tu envoies là-bas, c'est quelque chose de très symbolique, c'est l'olivier. Et j'aimerais bien que tu parles de ces actions que tu fais, notamment avec les oliviers que tu envoies en Palestine, parce que c'est par l'arbre que la colonisation s'arrête justement. Tout à fait. Ben, il faut savoir que en Palestine, ou plutôt en plus exactement en Cisjordanie, 80 000 familles vivent essentiellement de l'olivier. Et depuis 1947, 800 000 oliviers ont été déracinés. Et le défi de Humanapil, c'est de replanter ces 800 000 oliviers, bien sûr, à travers toute la solidarité française. Hein. Il est bon de savoir qu'un olivier vit plus de 10 000 ans. Et pour un Palestinien, l'olivier représente énormément de choses. Donc il y a bien évidemment la personne, sa fierté, mais au-delà de ça, l'olivier, c'est l'une des activités principales des Palestiniens. Donc
ils se nourrissent de l'olivier, se soignent, vendent, achètent. Enfin, je veux dire, pour eux, c'est. Alors Mohamed, on va rappeler deux choses. C'est votre présence au marché de Noailles, votre numéro de téléphone pour que les auditeurs marseillais, parce que vous travaillez sur Marseille, viennent vous voir. Vous redonnez votre 06 35 51 55 69. Voilà. Et juste une chose pour Mourad et pour vous, quand vous regardez le logo de France Maghreb 2, l'olivier là. est lié. L'olivier et sur le logo de France Maghreb 2. Ah, c'est vrai, absolument. Voilà. Absolument. Tu vois, là, pendant que vous me parlez, j'ai des appels de l'autre côté. Voilà, allez-y répondre. Merci Mohamed. À tout à l'heure. Bye. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, Merci beaucoup. Et merci pour ton Et travail. on rappelle évidemment donc le numéro de téléphone de Human Appeal 01 42 46 36 36 01 42 46 36 36 www.humanappeal.fr pour pouvoir participer au colis alimentaire. L'objectif c'est 1000 colis pour 1000 familles, les nourrir pendant un mois dans 5 pays. On peut choisir aussi le pays. On souhaite aider Palestine, Yémen, Irak, Syrie, Somalie, humanappeal.fr ou l'adresse postale 38 rue Léon dans le 18e à Paris. Information qui vient de tomber, à l'âge de 87 ans, le chancelier El Moulkoul est décédé. On vient de l'apprendre. Donc voilà, El Moulkoul, ça rappelle des souvenirs un petit peu. Alors moi, tout le monde devrait avoir en mémoire une seule image, c'est celle où il tient la main de Mitterrand, où Mitterrand lui tient la main pour commémorer donc la fin de la deuxième guerre mondiale. Et là, je profite pour dire un mot. Vous avez des gens qui ont fait des guerres, comme les Anglais et les Français, qui ont duré un siècle. Vous avez des gens qui ont fait 3 guerres pratiquement dans 2 mondiales, l'Allemagne et la France. Et aujourd'hui, ce pays marche la main dans la main et ont la même stratégie de développement. Et ils parlent pas la même langue. Ils n'ont pas souvent la même religion, ils n'ont pas les mêmes traditions et c'est des ennemis historiques. Et en face, de l'autre côté, pour parler du Golfe et en 5 secondes, vous avez des gens qui, pendant 14 siècles, ont vécu ensemble, qui ont la même religion, la même langue, et qui aujourd'hui s'entrecoupent, s'entretuent, que ce soit dans des espèces de guerre civile en Syrie, que ce soit dans une guerre physique de l'Arabie Saoudite qui attaque le Yémen, que ce soit en définitive dans des guerres larvées entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc voilà, on profite de la mort de ce monsieur pour rappeler qu'on n'a pas à être ennemi quand on appartient au monde, tout simplement, et pas à la même culture, et que même ceux qui ont fait la guerre pendant longtemps ont arrêté de la faire, alors que ceux qui l'ont jamais fait se mettent aujourd'hui à la faire. Effectivement. Alors, mon cher ami Tarek, mon cher ami Morad, cette question aujourd'hui, mort ou pas mort? C'est loin d'être confirmé pour le moment, mais quelques informations en tout cas commencent à évoquer la fin d'Abu Bakr el-Baghdadi, le chef du groupe Daesh, probablement affirme l'armée russe, a été abattu le mois dernier par des frappes. Aurait été. Voilà, de Raqqa. En tout cas, c'est l'armée russe qui insiste là-dessus. C'est Moscou. Sur le Moscou, encore une fois, puisqu'ils indiquent que le commandement du contingent militaire russe en Syrie aurait reçu fin mai des informations sur la tenue dans la banlieue sud de Raqqa d'une réunion de dirigeants de l'organisation Daesh. Le but de cette rencontre sur l'armée russe, toujours, était d'organisation de convois de sortie pour les combattants de Raqqa. Aussitôt, les avions Sukhoi 34, Sukhoi 35 ont effectué des frappes. Le 27 mai, très précisément, entre 21h35 et 21h45 GMT. Au total, l'armée russe affirme avoir tué une trentaine de chefs de guerre et jusqu'à 300 combattants et également plusieurs hauts responsables de Daesh. L'armée russe évoque notamment donc le chef de la sécurité d'Abu Bakr el-Baghdadi. Certes, le chef de l'État, donc chef de Daesh, a été donné pour mort plusieurs fois. C'est pas un symbole à plus. C'est le chef de l'État islamique, si vous voulez. Donc, il a été donné mort à plusieurs reprises, plusieurs fois. Eh bien, pour le moment, la coalition n'est pas en mesure de confirmer l'information. Mais si cette information était confirmée, 2 enseignements. D'abord, Moscou pourra se targuer d'avoir réussi là où tous les autres, et notamment les États-Unis, ont échoué. Enfin, la mort du calife précipitera la chute de l'organisation de Daesh. Rien n'est moins sûr, on en parlera tout à l'heure.
Très bien. Dans le papier que vous allez nous préparer justement là-dessus. Mourad, juste en un mot, c'est en pas un mot, possible. en un mot, mais en un mot résumé sur sur ces informations qui apparaissent. C'est vrai qu'il a été donné mort à plusieurs reprises. El-Baghdadi. Est-ce que ça va changer quelque chose finalement? Justement, non. Et j'allais même vous dire, et alors? Il est mort, et alors? Si on veut éradiquer un système ou une organisation, on s'attaque pas à la tête. On s'attaque aux moyens, c'est-à-dire à tous ceux qui sont en dessous. Donc si on empêche la hiérarchie de monter, il n'y a plus de hiérarchie. Donc si le leader meurt à la fin, il meurt et il n'y aura plus personne. Là on procède à l'envers, c'est-à-dire qu'on tue le caïd et on laisse tous les subalternes qui sont susceptibles d'évoluer. Ouais. Donc on règle pas le problème parce que des Baghdadi, il y en a 25 qui attendent justement leur tour. Alors on en reparlera donc dans quelques instants avec Tarek Pami dans son avis tranché. Pour l'heure, avant de passer au zapping, Kamel est avec nous. Bonsoir Kamel. Kamel? Bon, il est avec nous, Kamel. Il est parti 01 40 33 9000 évidemment pour nous rejoindre. Le zapping notamment pour parler de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, le parti donc de Jean-Luc Mélenchon en difficulté dimanche dernier lors du premier tour des législatives et qui à l'issue du second tour dimanche vise un objectif, 15 députés, le cap pour avoir le droit de constituer un groupe parlementaire et peser sur les décisions. Jean-Luc Mélenchon l'a dit ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Écoutez. Il reste à ce deuxième tour 74 candidatures, la France Insoumise. Si on y rajoute la petite dizaine de députés que nous soutenons, c'est-à-dire 4 frondeurs socialistes, 5 ou 6 candidats communistes, voilà, bon, on va être autour de 80, un peu plus de 80 potentiels. Donc ça laisse la possibilité de former un groupe, ce qui à cette heure est l'essentiel à mes yeux. Former un groupe, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire avoir 15 sièges. On le formera avec tous ceux qui sont d'accord pour mener le combat avec nous. La force d'opposition, c'est nous. Et les amis, si vous le faites pas, vous allez terminer avec le parti unique et 570 circonscriptions Macron. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon qui fait un peu la grimace, la soupe à la grimace pour la fin de ce second tour. De l'enfumage pur et dur, parce que dans les 80 candidats qui aujourd'hui restent au second tour avec la France Insoumise, les communistes et les frondeurs, je vous mets au défi de me trouver un seul nom de ces députés sortants, ou en tout cas pour ceux qui sont sortants, de me trouver un seul nom de ces députés qui auraient voté contre les 49.3 de Valls. Voilà. S'il y avait 3 frondeurs, mais pas issus de la Ils n'ont pas voté contre. Ils se sont abstenus. Et moi, chez moi, s'abstenir, c'est pas voter contre. Donc c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Et si Mélenchon veut monter un groupe parlementaire, qu'on ne se leurre pas, c'est juste pour une question d'argent. Question d'argent? Ben, ça ramène énormément de manne financière, un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, énormément d'avantages, de privilèges. Et je pense que la France Insoumise est un peu exsangue financièrement et que d'avoir de l'argent venant de l'Europe et du Parlement français, ça serait que bienvenu. Et pourquoi reprocher à la France Insoumise d'essayer de tout faire pour avoir de l'argent et de ne pas le reprocher aux autres? Je ne leur reproche pas de tout faire pour avoir de l'argent, je leur reproche de mentir pour arriver à ce but. Parce que de dire qu'il faut un groupe d'opposition pour s'opposer au gouvernement, moi je leur dis, je les mets au défi de me montrer que sous Hollande, sous les 49.3 de Valls, qu'ils se sont opposés à ces 49.3. Ça n'a jamais été le cas. Bon, en même temps, est-ce que la France Insoumise existait? Non, mais il y avait le Front de gauche, il y avait les communistes avec Monsieur Chassaigne, tous ces gens-là qui sont de non, mais les communistes, on peut en parler, les communistes, alors ils savent plus où aller maintenant. Non, quand on voit que les groupes communistes, des officiels appellent à voter Valls, franchement, c'est de l'enfumage. Pas des officiels, Christophe. Non, mais attendez. Je me suis tué, c'est pas des officiels, c'est 3 membres Pierre communistes. Laurent, c'est qui alors? Il appelle pas pour Valls, il appelle contre Valls. Ah bon, il appelle contre Valls, Pierre Bien sûr. Bon. Non, mais attendez, il appelle contre Valls. Les 3 communistes qui ont appelé à voter Valls, ce sont 3 membres du conseil municipal local d'Evry, d'origine espagnole. Vous voulez qu'on aille plus loin? Donc ça veut dire c'est des dégueux, voilà. Et ils ont été dénoncés par leur fédération et par leur parti. Ouais. Si vous voulez plus, on y va. Non, on peut y aller plus, mais il n'y a pas de problème, sauf que le parti communiste 91 a démenti. Non, mais je défends pas le parti communiste ou mais non, mais quand vous voyez Robert Hue qui va voir Robert Macron, excusez-moi, du communiste, Robert Macron. Emmanuel Macron. Robert Hue qui rejoint Macron, excusez-moi, mais le communisme, il a quand même perdu de son charme, pardonnez-moi, messieurs. Mais depuis Marché, il n'y a plus de communisme. Ça n'existe plus le communisme en France. Marché, c'était le communisme, il n'y en a plus. Ouais. Maintenant, on a des bobos, des socialos
méthodo, des écolos, on n'a plus rien de la gauche n'a plus rien à voir avec 80. Non, la réalité de ce bataille, c'est il que ne pèse plus rien, c'est tout. Le bataille, ils pèseront plus que France Insoumise parce qu'ils auront l'air 15. Pourquoi vous dites ça, Tarek Mami? Parce que vous savez très bien comme moi qu'ils auront plus de députés. Oui, France Insoumise que de communistes. De communistes, il y en a plus. Non, mais où ils sont les communistes? Les communistes sont partis, sont devenus France de gauche. C'est tout. Ils sont devenus France de gauche. Oui, mais il y en a plus le reste. Non, mais attendez, non mais Christophe. Ils sont devenus France de gauche. Certains d'entre eux sont devenus France Insoumise. Oui. On appelle ça de la transhumance politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils savent qu'en France, quand on dit communiste, ça ne paye pas. Faut aller chercher autre chose. C'est comme les gens qui étaient socialistes, entre guillemets, et LR, entre guillemets, qui ont été en marche. Ouais. C'est-à-dire que les hommes politiques dans ce pays, même si la devise du président est de changer les visages et les usages, pour le moment, on a vu et on va voir beaucoup de changements de visage. Moi, je reste à attendre, moi qui ai voté Macron, je reste à attendre le changement des usages. Parce que le visage sans les usages, c'est pas suffisant. Pardon. Non, désolé, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Mourad Goual et Tarek Mami jusqu'à 19h. Ravi d'être avec vous cet après-midi, ce soir. Avant de passer la suite du zapping, on a Hakim qui nous a appelé du côté de Amiens au 01 40 33 9000. Bonsoir Hakim. Ouais, salut, ça va? Bah ça va et vous? Salut, ça va. Il est impeccable. Il est la pêche à Amiens là. Alors, qu'est-ce qui se passe Hakim? Bah, moi j'appelle parce que je recherche une nana, je recherche une femme. Ça, on a une émission spéciale à partir de minuit tous les soirs. Puis on dit pas une nana, on dit une compagne. Non, mais c'est pas grave, ça c'est à partir de minuit, donc il peut rappeler. Ok Hakim, merci. Après minuit. À bientôt, bon courage en tout cas. Et puis t'as choisi la bonne période en plus. Bon, voilà, ça c'est fait partie des petits blagueurs. 01 40 33 9000. D'où peut-être l'avantage de quand même de maîtriser, enfin de comment dirais-je, de faire comme les autres radios, c'est-à-dire de demander les numéros de téléphone, etc., etc. Comme ça, on n'a pas ce genre d'individu. On y vient, quoi. Ouais. Alors, Jean-Luc Mélenchon, pour en finir, assure lui de son côté le candidat à Marseille, il assure qu'il ne visite pas la mairie de la cité phocéenne. Le Premier ministre Édouard Philippe mène quant à lui une campagne aujourd'hui à Besançon, dans l'est de la France, pour soutenir les candidats de la République En Marche. Alors, je confirme qu'il ne cherchera pas à briguer la mairie de Marseille. Oui, il l'a dit. Non, il l'a pas dit. Il a été à Marseille, il a demandé un rendez-vous avec monsieur Gaudin, ouais. Et il lui a dit, voilà, en jouant carte sur table, je ne viens pas ici pour me présenter machin, t'as ma parole d'homme. Et Gaudin lui dit, ok, alors va déglinguer Menetchi, que j'aime pas beaucoup. Ouais. Et après, Gaudin, et en tout cas l'équipe de Gaudin, s'est débrouillée pour que tous les Marseillais sachent à l'avance qu'il vient pour déglinguer Menetchi. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Comme ça, si dans 1 an ou 2 ans, il ouvre sa bouche, on lui sortira ce qu'il a dit. Donc, alors, il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que Menetchi a annoncé après sa défaite qu'il ne briguera plus aucun mandat, ni national, ni municipal. Ah, ça, je savais pas ça. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Par contre, aujourd'hui, il a déclaré qu'il, non, je vais faire comme Mélenchon, je ne donne aucune consigne de vote pour le deuxième tour. Alors Christophe, il y a une anecdote sur la circonscription de Menetchi et de Mélenchon. Là, si je comprends bien, Mélenchon se retrouve. Je peux la rencontrer. Oui, bien sûr, tu vas pas la rencontrer, mais Mélenchon se retrouve donc face à la candidat oui, En Marche. Madame Versini. Et c'est quoi les scores? Parce que il a 6 points d'avance, si je dis pas de bêtises. Il a 33, mais il a défié toutes les statistiques, y compris moi qui avais dit qu'il perdrait parce que la sociologie n'était pas favorable. Mais c'est vrai qu'il y avait l'équation En Marche qu'on ne maîtrisait pas, et aujourd'hui c'est En Marche qui a bouleversé tout ce qui était prédit ou en tout cas écrit au préalable. Donc c'est quoi l'anecdote? Alors vous savez qu'en France on est les champions de tout. France, mais dans le sud, en tout cas Marseille, on avait une réputation de bourreurs d'urnes. Et il s'est passé une anecdote dans la cité Félix Piat, qui est une cité très très populaire. C'est de là que c'est là où il a reçu l'œuf sur la tête. C'est là où Mélenchon a reçu un œuf. C'est là où en 2012 Menetchi et ses adjoints ont été tabassés à finir à l'hôpital. Mais c'est de là aussi, c'est de cette cité que naissent tous les appareils qui servent à la délinquance pour tout ce qui est distributeur automatique de billets, les collets marseillais, tous ces systèmes-là naissent là-bas. Et donc il y a 2 bureaux de vote où la candidate Les Républicains a fini en première position avec un maximum de voix. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'au moment du dépouillement, une bagarre a éclaté devant les 2 bureaux de vote. Donc les gens du bureau se sont approchés des gens qui se battaient, ont été les séparer, et puis à l'intérieur du bureau, des personnes restées avaient préparé des enveloppes de 100 bulletins, donc pour ceux qui connaissent un peu les roulements électoraux, ils savent de quoi on parle, et ont profité du cafouillage lié à la bagarre pour intervertir des enveloppes sorties des urnes avec des enveloppes que eux-mêmes avaient amenées.
Et donc, il s'est avéré qu'à la fin du dépouillement, la candidate des Républicains qui n'avait été en tête dans aucun bureau de la circonscription s'était retrouvée en tête dans ces 2 bureaux, ce qui a interpellé le parquet et le procureur général de Marseille, et une enquête a été ouverte. Bah, dis donc, c'est pas joli, hein. Mais il n'y a pas de chaussettes cette fois, parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un candidat qui s'est débrouillé pour être lors de dépouillement et qui avait plein de trucs, Parce que dès qu'on s'allie les bulletins ou la table, ça annule le... Non, il changeait. Et il ramassait un pli de 10, il le faisait tomber sous ses pieds, et la chaussette. Et de la chaussette, il tirait, et il remettait à la place. Et puis il y avait les gens qui il a été condamné 2 ans après. Et puis il y avait ceux qui rentraient avec des armes, c'était encore plus, c'était une autre époque. Bon, très bien. Alors, le président français maintenant, Emmanuel Macron, donc s'est déplacé au Maroc. Tarek Bami y était d'ailleurs, on va pouvoir en parler un peu plus longuement, pour rencontrer le roi Mohamed VI. Et la forme de cette visite a pris peut-être un format un peu particulier, ni celui d'une visite d'État, ni vraiment la forme d'une visite privée. Les 2 dirigeants donc ont voulu donner l'image d'une rencontre familiale, parfois loin des protocoles officiels. Il n'empêche que les sujets sensibles ont bien été au cœur de leur entrevue. Tarek Bami, vous confirmez? Tout à fait. Alors effectivement, c'était... je dirais pas ambigu, mais c'était 2 visites en une, parce que on a bien vu le côté visite familiale. Le roi avec son fils, avec son frère, son épouse, sont venus accueillir tous Monsieur Macron donc au pied de l'appareil. Petite remarque, il n'y a pas eu d'embrassade entre les 2 hommes. Il y a eu par contre un serrement de main, comme disent les Américains, assez viril et assez long. Et à la fin, chacun a tapé plus ou moins le dos de l'autre ou l'épaule de l'autre, mais il n'y a pas eu d'embrassade. Après, si vous voulez, vous avez eu la soirée, le dîner à l'iftar, puisque le président Macron a tout fait pour arriver à l'heure de l'iftar, juste à 1 minute près, avant ou après, pour ne pas faire donc retarder l'iftar de la famille royale. Et dans cet iftar, c'était la grande famille, et monsieur et madame Macron et la petite délégation d'une dizaine de personnes. Ça c'était privé, hein. Ça c'était privé. Les journalistes n'y assistaient pas. Non. Il y avait la caméra de la télévision marocaine qui a pris donc des photos, le pool, avant le repas qui est sorti. Mais par contre, lors de ce voyage familial, lors de ce voyage amical, il y a eu donc 2 moments de discussion. Le premier moment, c'était juste après l'arrivée de l'aéroport. Ça a duré à peu près 1h30, 2 heures. Et donc, on aurait pu se contenter de là. Non, le président Macron est venu faire une conférence de presse. Et pour moi, ce moment de la conférence de presse est sorti du cadre de voyage familial, amical, pour reprendre le cadre d'un voyage politique. Je dirais pas officiel, mais un voyage politique. Et on a appris, alors après coup, que l'iftar au Maroc a duré longtemps, très longtemps. Alors justement, à propos de l'iftar, pardon, on va poursuivre, mais sachez qu'Emmanuel Macron a quand même dit que ce privilège, il l'a bien apprécié. Écoutez, président Macron. Je suis, je dois le dire, très touché par cette marque d'amitié et la nature d'ailleurs très personnelle de la discussion qui s'est nouée entre nous. Voilà, très rapide, mais voilà, ça mérite d'être clair. Ça c'est pas l'iftar, Christophe. Ça c'est le début de la conférence de presse, donc après la séance de travail. Oui, l'iftar, ça a été pire par rapport à l'iftar, c'est ce qu'on. Oui, non, c'est par rapport au premier. Par contre, pour l'iftar, il est pire ou mieux. Chacun utilisera le mot qu'il veut. Ça a duré plus de 3 heures. Et donc, si vous voulez, quand l'iftar là-bas était à 19h50, disons 20h, c'est jusqu'à 23h que les 2 présidents mangeaient et discutaient pour parler de tous les sujets. Et ça, c'est le côté voyage familial qui prime, qui a primé sur ce côté-là. Et les Marocains étaient fiers parce que même si la France a pris la précaution en allant pour le premier voyage de M. Macron au Maroc d'envoyer en même temps et le même jour M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères en Algérie, pour éviter les susceptibilités. Je peux vous dire que le soir dans les cafés, les Marocains n'étaient pas peu fiers d'avoir reçu la visite du président, la première dans le monde, au Maghreb, dans le monde, en dehors donc des rendez-vous internationaux et européens. Et donc il y a une espèce de fierté côté marocain. Et donc voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle s'est passé ce voyage, qui est un voyage un peu particulier, et on nous a dit, en tout cas des journalistes de la presse marocaine nous a dit que ça doit être la 2e fois que le roi procède de la sorte pour recevoir un chef d'État chez lui
à la maison, au palais, pour un iftar, alors que d'habitude, ce sont toujours des visites officielles de part et d'autre. Alors, une discussion pour faire connaissance, pour évoquer notamment les partenariats franco-marocains, notamment en Afrique. Oui. Autre point de convergence, la volonté d'engager une désescalade dans la crise avec le Qatar. Oui. Vous en faisiez référence tout à l'heure avec je crois une question d'une journaliste marocaine. Écoutez la réponse de Macron. Le roi du Maroc a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs des protagonistes de cette crise. Moi-même, j'aurai l'occasion dans les prochains jours de m'entretenir à nouveau avec les dirigeants d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, la semaine prochaine à Paris, et je reparlerai à l'émir du Qatar, entre autres. Entre autres. Il parlera à l'émir du Qatar. Parler n'est pas recevoir. N'est pas recevoir. Effectivement, mais ça, je vous l'accorde. Non, mais c'est pour ça que la dépêche de l'AFP qui est sortie, elle a dit il recevra un tel, et l'émir du Qatar. Et tout de suite, l'Élysée, il a dit il n'est pas prévu de rencontre avec, mais le président parlera à tous les protagonistes. Autre sujet évidemment très important et attendu par les Marocains et les Franco-Marocains, interrogé sur les manifestations dans le Rif, le président français s'est défendu de vouloir juger. Plus peut-être par les Marocains que par les Franco-Marocains, cher Christophe. Oui. Donc c'est défendu de vouloir juger la situation donc marocaine, mais a affirmé avoir évoqué le sujet avec le roi. Oui. Écoutez ce que dit là-dessus. Oui. Le président Macron. J'ai senti que son souhait était d'apaiser la situation. Ça a été très court, voilà, apaiser la situation. En clair, il ne pourra pas faire plus, quoi. Non, si, il a dit deux, trois phrases à la suite de celle que vous avez prise, cher Christophe. Il a rajouté qu'il est conscient, c'est pas le mot que le président Macron a utilisé, mais l'idée c'est celle-là, les déséquilibres entre certaines régions, pour faire donc ce qu'il faut pour rattraper. Et la troisième chose, qu'il est conscient de la gravité de la situation en général, et qu'il fera tout pour donc, pas pallier, mais pour à la fois faire conjuguer, remédier à la situation tant sur le plan politique que sur le plan économique. Et objectivement, Christophe, est-ce que Macron peut donner des leçons de paix civile au Maroc? Parce on vit des pays ça, c'est tous les chefs d'État qui évitent, surtout quand ils sont invités, de parler trop de politique intérieure sur le pays. D'abord, c'est une politesse, mais c'est aussi on est mal placé pour parler de paix civile. On a des banlieues qui sont en tension permanente, on a des policiers qui se font agresser et tuer. Je vois pas comment on pourrait donner des leçons aux autres. C'est sûr, c'est compliqué en tout cas de donner des leçons aux autres. Alors puisqu'on parle de Maroc, pour être tout à fait complet, 25 manifestations. Et puis il y a la troisième question qui est citée, quels sont les rapports et la presse marocaine est tout fière même dans la façon de poser la question. Alors, en clair, vous êtes bienvenus chez nous, machin, truc. Et là, c'est la réponse est peut-être la plus intéressante. C'était une réponse que Hollande nous avait donnée en off, c'est-à-dire à 4 ou 5 journalistes qui ont été autour de lui lors du dernier voyage, et qui aujourd'hui sort du bois, il devient pratiquement la réponse officielle de la République française. C'est le Maroc va travailler avec la France travaillera avec le Maroc pour tout ce qui concernera l'Afrique, donc développement économique et autres, et en quelque sorte c'est le colonisé d'hier qui aujourd'hui va être l'instrument avec son plein gré du colonisateur d'hier pour continuer le boulot en Afrique. Et ça, c'est une position très forte que le Maroc arrache. Je pense que tous les pays, en dehors de l'Algérie, qui a pour principe de ne pas s'immiscer dans les problèmes des autres, mais tous les pays qui sont dans la position du Maroc auraient rêvé avoir donc cette phrase et cette politique de la France pour lui permettre d'aller prendre des marchés et de l'investissement en Afrique. Alors, puisque je disais donc parlant du Maroc, 25 manifestants et militants suspectés d'avoir participé à la contestation populaire de la région du Rif donc ont été condamnés à 18 mois de prison ferme hier. Leur procès se tenait à Olesema. Ils étaient accusés de troubles à l'ordre public, rébellion, participation à des attroupements non autorisés et armés. Leurs avocats dénoncent une décision susceptible d'alimenter encore un peu plus la contestation. Il y a plusieurs manifestations. Il y en a une très importante qui a eu lieu à Casablanca. Elle n'a pas été interdite ou réprimée par la police. Et donc ça prouve aujourd'hui aussi qu'au Maroc, il y a ce qu'on a il y a ce qu'on peut appeler aujourd'hui les démocraties naissantes, c'est-à-dire du temps du père du roi actuel. Il y a 3 personnes réunies, sont déjà arrêtées et tabassées. Aujourd'hui, il y avait plus de
de 20 000, disent les organisateurs, dans la rue à Casablanca le soir pour dénoncer. Ça veut dire qu'il y a aussi le mouvement social qui se met en place. Il faut prendre les choses avec prudence parce que tu vois, en Algérie, moi qui suis franco-algérien, en Algérie, tu peux à tout moment dans la rue, même si tu es tout seul ou si tu es 100 000, manifester. Sauf qu'en Algérie, ils ont compris que de laisser parler le peuple, le laisser même dire n'importe quoi, ben, l'Algérien, à partir du moment où il s'exprime, il considère qu'il est dans un pays de liberté, et même si les choses ne changent pas, à partir du moment où il s'est exprimé et qu'il a dit les choses, il est soulagé. Et ben, les choses n'avancent pas, et puis voilà. Et les politiciens n'ont pas de soucis. Et dans la manif Al-Husseima, que j'ai vu donc dans la télévision marocaine, il y a plusieurs drapeaux berbères, berbéristes, donc il y a une double dimension à Husseima. Il y a la dimension identitaire, culturelle, et il y a la dimension économique, qui fait que cette région n'est pas aussi développée que beaucoup d'autres régions au Maroc. D'ailleurs, la région sur la frontière algérienne d'Oujda et tout ça était dans la même situation. Et le roi a décidé il y a quelques années d'investir beaucoup dans cette région, comme au Sahara. Une petite vraiment remarque qui me tient à cœur, cher Christophe, la propreté de la ville de Rabat aujourd'hui. Ah oui? Quelque chose d'extraordinaire. Moi qui ai connu cette ville, et quand j'ai dit au chauffeur de taxi... Mais c'est parce que Macron venait ou pas? Non. Pour Macron, j'ai vu de mes yeux, j'étais à l'hôtel, il y avait les ouvriers qui montaient encore les drapeaux devant l'hôtel où on était. Bon, ça, c'est truc. Mais sur la propreté de la ville, j'ai été surpris quand j'ai dit au chauffeur de taxi, il me dit, c'est vrai que les ordres du roi de ce côté-là, elles sont claires. C'est un pays qui va dans le bon sens. Voilà. Et la propreté, c'est quelque chose qui interroge le franco-maghrébin que je suis et qui voyage souvent en Algérie, en Tunisie, au Maroc. C'est vraiment la surprise. On dirait en Suisse, on dirait à Genève. Il n'y a rien par terre. C'est extraordinaire quand même. Bon, ça c'est à saluer, c'est très bien. Bravo. Alors, dans la suite de ce zapping, on va revenir en France et dans certaines circonscriptions, il n'y avait pas officiellement de candidat de la République En Marche. C'est le cas dans la 13e circonscription de Paris, où les deux candidats encore en liste se revendiquent de la majorité présidentielle. Le candidat de la droite a le soutien du Premier ministre, Monsieur Bournazel. Face à lui, l'ancienne ministre du Travail, El Khomri, oui. Elle est soutenue par le président Emmanuel Macron et par le prédécesseur d'Édouard Philippe à Matignon, Bernard Cazeneuve, qui a fait le déplacement hier matin, justement, et ça n'a pas l'air d'embêter Myriam El Khomri. Au contraire, écoutez ce qu'a dit Bernard Cazeneuve. Il y a une candidate de gauche qui a le soutien du président de la République et un candidat de droite, qui a toujours été à droite d'ailleurs, et dont j'ai compris qu'il n'avait pas décidé de cesser de l'être à l'occasion de cette campagne électorale. Voilà, ça c'est du Cazeneuve. Ça c'est les phrases de Cazeneuve qui sont caustiques. Tout à fait. Alors, dans son viseur, Pierre-Yves Bournazel, donc encarté à droite, épaulé par le Premier ministre, qui se réclame de la majorité présidentielle, tout comme la socialiste Myriam El Khomri. Écoutez. Le président de la République m'a autorisé à mettre sur toute ma propagande électorale avec le soutien officiel d'Emmanuel Macron. Voilà, pour en tout cas cette affaire. Alors il y en a au moins 3 comme ça, cher Christophe. Ouais. En dehors. Elle est intéressante quand même. Ah oui, non, mais il y a une autre où il y a le porte-parole Castaner. Oui. Et le Premier ministre, Monsieur Philippe. Dans une circonscription en Bretagne, les deux sont venus, chacun pour soutenir un camp contre l'autre. C'est extraordinaire. Alors on peut voir aussi du traficotage, de la tambouille politique. C'est-à-dire l'essentiel, c'est que celui qui gagne, il va rentrer dans les rangs avec EM et de toute façon, l'un ou l'autre, on s'en fout. Mais si vous voulez, c'est encore un mauvais message comment faire de la politique. Donc vous avez le 18e arrondissement pour faire simple, vous avez cette affaire en Bretagne, vous avez une autre ville, j'ai oublié le nom, en France, et vous avez bien sûr cette fameuse 9e circonscription des Français à l'étranger entre Madame Leïla Aïchi et Monsieur Le Garab, soutenu, pas soutenu, et donc en fait les deux se réclament en tout cas. Se réclament, oui. Voilà, sauf qu'il y en a une qui a été investie effectivement, et l'autre n'a jamais été investie, mais il se réclame parce qu'il a des bonnes relations avec beaucoup de membres de LR, notamment la présidente de LR. Mais ce qui est troublant, on va voir comment les électeurs vont trancher. Est-ce que c'est le mot En Marche, mais les deux ont le mot En Marche? Est-ce que c'est celui qui va pouvoir amener la preuve que le président de la République soutient? Donc, est-ce que Madame El Khomri gagne? C'est Madame El Khomri gagne, ça veut dire que c'est le mot et le nom du président qui l'emporte sur tout le reste. C'est une marque, c'est devenu une marque. C'est devenu une marque. Et c'est en Bretagne, on verra. Et pour Leïla Aïchi et Monsieur Le Garab,
pareil, parce que sur sur la fiche de Madame Leïla Aichi, il y a le logo, le slogan et tout ce qu'il faut comme LR. Et pour le deuxième tour, Monsieur El Guerrab rajoute avec le soutien du mouvement de président Macron. Et imaginez-vous, si vous êtes un électeur, vous rentrez à Tunis, Alger, Rabat ou Conakry ou Dakar, et vous trouvez ces deux, comment vous allez trancher? Moi j'ai beaucoup de sympathie pour la ministre Madame El Khomri, parce qu'il faut dire la ministre, il n'y a pas de raison que pour les autres on le dise et que parce qu'elle est de la diversité on ne le dise plus. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Par contre, je m'interroge sur vraiment la consistance politique des uns et des autres, parce que arriver à s'oublier, parce que quand même elle a défendu une loi bec et ongle contre tout le monde au dépit de sa propre famille, de sa propre santé. Je veux dire, elle a quand même fait des malaises. Disons qu'elle a joué un rôle. Elle a fait le travail d'arabe. Elle a fait le travail d'arabe. Elle a joué un rôle. Voilà, elle a fait le travail du larbin et arriver à. Mais Macron peut lui rendre ça facilement. Hein. Ben il devait lui rendre en ne mettant pas de candidat en face d'elle. Bah oui. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Non, parce qu'il a pas tranché aujourd'hui. Non, il a soutenu. Le candidat LR en face. Ouais, mais moi je trouve dommage que la politique c'est pas ça. Moi c'est une dame que je respecte beaucoup parce que je la trouve vaillante. Je misais pas beaucoup sur elle. Je trouve qu'elle est partie très très loin dans son chemin politique et vendre son âme au diable pour avoir un mandat à tout prix. Ouais. Je veux dire, on va où là? Là où elle était dans son premier poste de ministre, elle était beaucoup plus tranquille. Elle a été manipulée. Surtout qu'elle n'est même pas élue dans ce secteur. Elle est élue ailleurs à Marseille. Non, si, elle est du 18e. Ah, le 18e. Et nous avons, on va pas le dire aujourd'hui, on le dira la semaine prochaine. Tiens, nous-mêmes, on a eu une grande altercation avec elle ici, il y a quelques années, sur ce sujet. Ouais. Mais bon, on le rappellera si on l'a en mémoire la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va laisser les électeurs voter. Ouais, mais on a une altercation, mais c'était pas forcément la principale. Non, mais voilà. Donc, voilà. Non, mais sur les jeux de rôle. Oui. Mais ce qu'on peut faire derrière, si vous voulez, c'est qu'elle a un tweet officiel du président Macron qui la soutient. Et donc, et elle s'en vante, et elle le montre. La politique du tweet, pas d'entendre avec Max. C'est magnifique. Oui. Il n'y avait pas de tweet il y a 4 ans, cher Christophe. Voilà, donc on pouvait pas. Maintenant, ça y est, tweet, Facebook. Voilà. On a terminé avec le Maroc ou je rajoute un mot? Bah, si vous voulez rajouter un mot, allez-y. Pour le reste, au moins. Allez-y. Non, c'est bon, c'est allez-y. Non, il y a le coup de cœur et le coup de gueule. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. On a la pub, là. Pour finir sur le Maroc. Non, j'ai fini, moi. Alors, sur le Maroc, c'est mon 3e voyage cette année 2017 au Maroc. Ouais. J'ai fait Casa, j'ai fait Rabat, j'ai fait Fès. Et effectivement, j'ai l'impression, excusez-moi, chers auditrices et auditeurs des autres pays, qu'au Maroc aujourd'hui, il y a un pilote dans l'avion. Et quand on dit il y a un pilote dans l'avion, mais on voit des choses sortir de terre, quelque chose d'extraordinaire. Dans beaucoup de domaines, ça avance. Dans tous les domaines, et je veux parler d'un domaine qui me tient à cœur, la culture. Ouais. Pour ceux qui connaissent le centre de Rabat, il y avait beaucoup de super vieux immeubles qui étaient une banque, qui étaient un immeuble d'habitation, construit sous la colonisation. Et ces immeubles, aujourd'hui, sont en train d'être réhabilités. Écoutez bien, chers auditeurs. C'est ce que l'Algérie devrait faire sur Alger. Chers auditeurs, en musée. Et vous avez des musées qui sont en train de pousser dans la ville de Rabat. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez un musée de l'art contemporain et 2 autres qui sortent. Vous avez un petit village qui s'appelle Ragrag, à côté de Rabat. Entre Rabat-ville et cette petite ville de Ragrag, il y avait un petit fleuve. Et il y a quelques années, il y a 15 et 20 ans, quand on y allait, les hommes passaient à bicyclette et remontaient les pantalons pour que les pantalons ne soient pas mouillés. Les femmes évitaient de passer par là. Aujourd'hui, vous avez 2 super ponts. Et vous avez un vrai fleuve qui a été constitué dessous. Et vous traversez ce petit oued d'antan en voiture sur le pont. Donc vous voyez, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et on souhaite, pour compléter, qu'une vraie démocratie, en tout cas une démocratie plus aboutie, plus affirmée, arrive dans ce pays qui aujourd'hui a les prémices de cette réussite. Merci Tarek Mami, je suis sûr que vous irez donc en Algérie très rapidement, puisque apparemment le président Macron partira en Algérie rapidement. Ouais, pour ce qui est de la Tunisie, on ne sait pas. Pareil, ça sera fait presque en même temps. Très bien. Est-ce qu'il y a eu un ministre d'envoyé pour préparer? Pour l'instant, pas. Si, il y avait le Drian qui était à Tunis aussi il y a quelques jours. Ah bon? Avant même d'aller à Alger. Bon, très bien. Donc il a préparé les deux d'un coup en fait. Ouais. Dans un instant, on va parler donc de ces candidats en marche, hein, Mourad Goual avec toi, et puis avec Tarek Mami, un petit papier sur très court. Avec Bagdadi, mort ou pas mort, dans un instant, à suivre. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Mourad Goual et Tarek Mami sur France Maghreb 2 avec par contre il y a beaucoup de pubs, hein. Moi je vais faire mon Bourdin. Vous avez suivi Bourdin, Tarek, cette semaine? Oui, la coup de gueule. Il a piqué un coup de gueule.
Contre la pub? Oui, il a dit, moi j'en ai marre. Il s'est servi de la pub pour commencer à dire qu'il allait se casser des RMC. Ouais, il a dit, moi j'en ai ras le bol d'avoir des tunnels de pub le matin, on peut pas faire de la radio, comme on l'entend. Moi, il n'est pas exclu que je me casse. À la rentrée. Je ne sois plus là à la rentrée. Bon. Alors, je pense qu'il commence d'ailleurs, sa femme a démenti qu'il se cassait. Non, je pense qu'il commence à faire un examen de conscience parce que plusieurs fois, on lui a demandé comment il pouvait travailler pour un monsieur comme Draghi. À chacun ses problèmes. Moi, je profite. Alors, donnez le maximum de pubs que vous voulez. Pas ici, on va s'organiser. Christophe prendra une heure sabbatique de temps en temps. Il pourra aller après le Ramadan sortir fumer pour que l'écran de pub passe. Par contre, je tiens à saluer 2 personnes. Une personne qui nous écoute, probablement. Une personne de Marseille, c'est Katia. Donc, oui, je voulais te faire une dédicace, j'ai reçu un message. Je t'embrasse, Katia, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai été plus rapide. Et le deuxième, alors. C'est qui cette Katia? C'est une dame formidable qui s'investit dans beaucoup de domaines associatifs, politiques. Elle est là, elle aide tout le monde. C'est une dame qui est à la retraite. Et qui adore France Maghreb 2 et qui l'écoute 24/24. Moi, j'adore. Elle est belle dans tous les sens du terme. Voilà. Et le deuxième, c'est une dame qui me connaît pas, que je ne connais pas, qui s'appelle Habiba. Donc, qui habite dans le 93 et qui a un fils qui aujourd'hui est caméraman à France 2. Et j'ai rencontré donc son fils dans ce voyage au Maroc, on a sympathisé, et quand je lui ai dit France Maghreb 2, il m'a dit ma mère, elle écoute tout le temps votre radio, et donc elle va être contente, je vais lui dire que je vous ai vu tout ça, et poser la question comment s'appelle votre mère, Habiba, donc salutations à Habiba. Salutations à Habiba et bravo pour votre fils qui est donc qui a un métier caméraman. Ouais. Il était de la France partie 2. à France 2. Voilà. Très bien, ça se passe bien France 2 en ce moment, il n'y a pas de problème. Oui, maintenant qu'ils ont éjecté 2 personnes, ils attendent les ordres pour la prochaine année. D'accord. Les choses sont claires. En environ 2, ils peuvent en embaucher 100, donc économiquement c'est intéressant. Oui, mais ils n'ont pas viré pour embaucher. Ils ont viré pour des raisons politiques. En fait, c'est lui qui a viré, qui a fini par s'auto-virer. Et c'était une bonne chose. Bon, alors, on va passer maintenant aux avis tranchés. On va commencer par Tarek, tiens. Tarek Mami. Oui, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors El Baghdadi, mort ou pas mort, Tarek Mami? Alors, dans ce métier, il faut toujours savoir écrire à la fois au conditionnel, voilà, au conditionnel et rajouter derrière le conditionnel probablement. Annoncer mort El Baghdadi sans être confirmé. Donc la mort d'El Baghdadi est annoncée certes, mais elle n'est pas confirmée. Ouais. Ce n'est pas la première fois qu'une personne de cet acabit, un terroriste pour dire les choses en langue française et plus simplement, est annoncé comme mort, exécuté par les services de sécurité de son pays ou d'ailleurs. Nous avons en Algérie l'exemple d'un chef terroriste qui a été annoncé au moins 7 fois. Et chaque fois, il laisse passer un mois et il fait une action qu'il revendique avec les signataires du son. Il est très connu. Vous avez la même chose pour un autre terroriste tunisien qui s'est réfugié en Libye, qui a été annoncé comme exécuté par les autorités libyennes ou par des services tunisiens à 3 ou 4 reprises. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans la question que tout le monde se pose. Est-ce que la mort d'Al-Baghdadi signifie la mort de Daesh? On ne va pas tourner autour du pot et on va répondre à la question comme aiment le faire les Africains, par une autre question. Est-ce que la mort de Ben Laden a arrêté Al-Qaïda, Al-Qaïda? Vous connaissez la réponse. Un mouvement terroriste, quand il se met en route, est certes symbolisé par un chef, par un homme. Il n'y a pas encore aujourd'hui de chef femme terroriste, mais la mort de ce chef ne signifie pas la fin du mouvement. La fin du mouvement ne peut venir que de 2 ou 3 idées simples. La première idée simple est que la population dans laquelle il vit, la population au nom de laquelle il se bat, le rejette clairement pour que il passe de sa case de pseudo-sauveur à sa case de terroriste. La deuxième condition, c'est la lutte contre les phénomènes terroristes, non pas
par une lutte militaire ou sécuritaire, et je rajouterai seulement, mais par une lutte multiforme. C'est-à-dire que la lutte doit être sur le plan social, égalité entre les différents citoyens. Régional, égalité entre les différentes régions. Culturel, expliquer qu'est-ce que c'est qu'une religion en général et la religion musulmane en particulier. Et faire extraire des textes du Coran et des hadiths, pour ceux qui croient dans les hadiths, les textes du bon vivre qui existent. Rappeler ces phrases et les utiliser, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, en termes politiques et non pas en termes religieux, parce que les terroristes qui utilisent la religion pour justifier leur forfait veulent entraîner tout le monde pour que chacun se justifie d'un point de vue religieux. Et dès qu'on rentre dans ce chemin, les terroristes auront gagné parce qu'ils auront imposé un mode de pensée. Donc la lutte contre le terrorisme religieux dit islamique entre guillemets est aussi une lutte par la politique. La mort de Baghdadi annoncée, pas confirmée, ça ne changera rien sur la vie de ce mouvement terroriste. Il revient à tous les hommes de bonne volonté de lutter d'une manière uniforme, ici contre Daesh, là-bas contre Al-Qaïda et ailleurs encore contre les colonisations. Suivez mon regard. Merci Tarek Mami pour cette analyse très intéressante, parce que c'est vrai, on en parle beaucoup. Le Baghdadi, un coup mort, un coup pas mort, et puis finalement, est-ce que on nous présente ça comme si ça allait changer quelque chose dans l'organisation de Daesh? Ben non, voilà. parce que c'est des systèmes qui fonctionnent comme les pyramides de Ponzi, et puis quand la tête a fini, ben le socle remonte, et puis voilà, hein, on n'en finit plus. Alors avec toi, Mourad, on va aborder un autre sujet. On va revenir en France avec En Marche. Alors moi j'ai parlé d'En Marche parce que comme tous les Français, j'ai été très très séduit par cette vague de fraîcheur qu'a amené Emmanuel Macron en devenant président. En toute objectivité, on ne peut que constater que depuis qu'il est président, il réussit bien son rôle de président. Il est en train d'apaiser la France. Je pense que la manière dont lui et le Premier ministre parlent à la France aujourd'hui, on est réceptif, à tout ça, et on est apaisé. Par contre, je commence vraiment à m'inquiéter. Alors, moi qui ai un raz-de-marée Macron, qu'il ait 577 députés, non mais je veux dire jusqu'à 570, ça me gêne pas. Mais cette semaine, j'ai fait un travail. J'ai été voir et j'ai été écouter et j'ai été lire tout ce que les candidats Macron pouvaient avoir de propos, d'intelligence, de culture politicienne, et je suis tombé de très très haut et je m'inquiète. Et je vais parler de quelque chose qui me concerne, puisque je vais parler de ma circonscription. Il y a une dame qui s'appelle, donc la candidate d'En Marche, qui s'appelle Éléonore Lepêtre, et qui vient, qui est inconnue. Donc nous on est à Marseille, on est dans des circonscriptions qui sont très affectives, il y a vraiment un lien entre la population et l'élu. Et là elle arrive et elle se retrouve en tête devant un ponte de la politique locale et nationale, donc Guy Tessier. Et elle lui met quasiment 3000 voix. Elle lui met 3000 voix au premier tour, ce que personne d'autre, à part Bernard Tapie, n'est arrivé à faire. Sauf que Bernard Tapie, c'était un mec qui avait quand même une image, un parcours, et qui était quand même appuyé par l'Élysée. Et là, je m'intéresse au contenu politique de ces candidats. Et là, c'est le vide, c'est abyssal. C'est le silence des agneaux, c'est-à-dire il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Et j'aimerais... Moi, je n'aimerais pas être dirigé, en tout cas, enfin pas dirigé, mais je n'aimerais pas que dans ma circonscription, une députée sans consistance puisse un jour me représenter à l'Assemblée nationale. Parce que j'habite dans une circonscription où le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a tout fait pour que rien ne se passe bien. Pour avoir une route, on ne pouvait pas avoir de route. Pour avoir un équipement public sportif, on ne pouvait pas. Parce que Jean-Claude Gaudin faisait la politique de la vengeance. Et on a eu un député qui, pendant 30 ans, s'est battu, venait à Paris récupérer de l'argent et venait à Marseille pour nous faire des routes, des piscines et des écoles dignes de ce nom. Et on se retrouve aujourd'hui avec une dynamique Macron qui va peut-être pousser ce député à la porte. Moi, ça me gêne. Et j'aimerais dire à tous les Français aujourd'hui qui ont voté et à tous ceux qui n'ont pas voté, intéressez-vous à ce que veut dire le vote Macron, intéressez-vous au contenu des candidats qui vont se présenter à vous en disant qu'ils sont sous l'étiquette Macron, parce que faire de la politique, ça requiert un minimum de compétences, à défaut au moins de l'intelligence.
Merci Mourad. Tarek, tu voulais lui répondre? Pas directement. Je connais les liens d'affection qui lient. J'essaie d'être neutre. Oui, de notre ami Mourad avec Guy Tessier qui a une autre image chez certains à Marseille. Oui, tout à fait. Je souhaite juste, si vous pouviez, Mourad, je rebondirai sur les Franco-Maghrébins au deuxième tour. Ouais. Si vous pouviez nous préciser. Alors, oui, pardon. Non, mais, allez-y. Justement, alors, il y a les candidats Macron, et je parlais de compétences et d'intelligence. Par contre, à Marseille, on a la chance d'avoir un candidat Macron dans le 16e arrondissement, le 15e et le 16e arrondissement, qui est à la 7e circonscription, qui est un franco-comorien qui s'appelle Saïd Hamada, qui est brillant, Ouais. qui est juste quelque chose de remarquable, et je suis très heureux, bien qu'il ne soit pas de mon bord politique, pour vous dire comment aujourd'hui on arrive à transgresser les bords politiques, je suis heureux que les quartiers nord de Marseille puissent un jour, et Inch'Allah, dès lundi, seront représentés par un député comme Saïd Hamada. C'est vraiment quelque chose de garçon fabuleux. très bien. Et qui est suppléé par une dame qui a un gros cœur, qui est maladroite, mais qui a un cœur plus gros qu'elle. Et c'est vraiment la caricature marseillaise, qui s'appelle Rachida Tir, qui couperait un bras, qui vous donnerait son corps pour que vous iriez mieux. Et voilà. Les quartiers nord vont y gagner avec Saïd Hamada. Mais bon, nous, les quartiers sud, je vous dis honnêtement, réfléchissez bien parce que il faut de la compétence et de l'intelligence. Juste, je voulais que vous nous expliquiez, pour voir si moi-même j'ai compris ce qui s'est passé à Marseille ou pas, avec ce que vous appelez le bateau, donc le conseil général et départemental. Ça a changé de nom, c'est le conseil départemental. Oui. Et la façon, avec laquelle on rentre dans ce conseil, comme si on était un petit clandestin, parce qu'il y a un couloir. Tout à fait. Pour y aller. Un patio ensuite. Oui. Et est-ce que vous connaissez l'histoire? Pourquoi il y a le couloir? Non. Eh bien, moi qui suis pas marseillais, je vais vous la raconter. Je connais l'histoire de la couleur de ce bleu, mais non, mais alors je vais vous la raconter. Parce qu'en fait, quand ça a été construit par monsieur Guérini. Ouais. Et en face, il y avait la super place où il y a maintenant la salle de spectacle. Ah oui, il y avait une différence entre Vigourou et Guérini à l'époque. Voilà. Tout à fait. Il manque un bâtiment au conseil général. Et donc, quand ça a été construit, dans l'esprit de monsieur Guérini, c'était construit avec une place vide pour le 14 juillet. Un atrium. Pour les fêtes, pour qu'il puisse, monsieur Guérini, devenir le patron de la ville, quoi, de ce côté-là. Et que fait la mairie en face? Elle préempte le terrain, cher Christophe. Il y a mairie socialiste à l'époque. Oui, non, mais. Un socialiste à mais quel que soit le truc, c'est la mentalité. Il y a lui construit une espèce de zénith. Un dôme. De façon à ce qu'il ne reste plus qu'un couloir d'à peine 2 mètres, 3 mètres, pour rentrer et aller dans ces très beaux bâtiments de Marseille. Ouais. Ainsi fonctionne Marseille, quand même. Ainsi va la vie à Marseille. Et il faut savoir que ce dôme a coûté 2 fois son prix en raison d'une acoustique qui était lamentable. Oui. Ben ça, comme le fait que vous avez dans le centre de Marseille, le métro dans le sous-sol, et le tram au-dessus. Et qui font le même trajet. Et ils font le même trajet. 80 millions d'euros. Voilà, ça c'est Marseille. Pour 2 kilomètres de tronçon. Je terminerai un mot sur le fait que notre ami journaliste à Atlas Magazine, le Courrier de l'Atlas, vient de publier un super article qui nous rappelle qu'il y a 39, Christophe, candidats franco-maghrébins au deuxième tour. J'adore parler de 39, c'est ça. Ouais. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et il a fait juste une petite erreur. Et puis il y en a qui sont sans étiquette surtout. Oui, c'est là le challenge. Il a fait juste une petite erreur factuelle en disant que dans la dernière assemblée, il y avait 2 candidats, monsieur Melek Bouti et monsieur Razi Hamadi. Non, il y en avait 3. Il y avait Khaira Bouziane et même une autre, je pense qu'il y en avait au moins 4. Au moins 4 ou ça. Voilà. Mais mais c'est bien qu'il y ait 39 avec En Marche, avec la France Insoumise et tout ça. Samy Débat voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la dynamique politique à laquelle on rêve depuis la marche pour l'égalité et contre le racisme que beaucoup de salopards ont transformé en marche des beurs pour faire de la discrimination, 30 ans après, est en train de donner son résultat. Et je pense, et j'espère en tout cas que pour les élections prochaines, donc les municipales et surtout législatives de 2022, on rentre dans un cycle de normalisation. Et si je retiens ce chiffre de 39, ce n'est pas par communautarisme, parce qu'ils sont franco-maghrébins, c'est pour saluer l'avancée de la diversité française, parce que ce sont des citoyens comme les autres qui ont été rejetés. Et aujourd'hui, grâce à M. Macron, à qui on pourra reprocher plein de choses pendant 5 ans, ces gens, comme dit M. Mélenchon, vont pouvoir rentrer donc et devenir, et donc pour faire de la provoque,
peut-être que ces issus de France Maghreb, comme nous, pourront avoir plus de 15 sièges et donc avoir droit, le cas échéant, à un groupe quand il s'agira de défendre le Maghreb entier et non pas le Sahara, et non pas le Maroc, et non pas l'Algérie. Cette fois, on y arrive, on commence à faire de la politique. Par contre, Tarek, très important, j'espère que ces parlementaires, lorsqu'ils seront élus, auront le courage. Je vais prendre une image d'Épinal qui est caricaturale, mais qui va même choquer les auditeurs. Mais j'espère qu'ils auront le même engagement vis-à-vis de ce qu'ils sont et vis-à-vis de ce qu'ils doivent être que Habib Meyer. Voilà. C'est une caricature. Peut-être mais pas. je leur demande d'être au moins aussi caricatural. Non, mais peut-être pas, mais on ira les chercher un par un. Vous comprenez et on a 5 ans et on ira les chercher un par un. Qu'ils assument et qui se battent pour des causes. Mais il risque de partir d'où il vient. Non, mais qui partira, mais en tout cas. L'entourage défavorable. Mais en tout cas, il a pas fait des honneurs aux gens qui l'ont soutenu. Et Glavany lui a dit un jour, en pleine assemblée générale, Monsieur Meyer, je vous rappelle que vous n'êtes pas à la Knesset. Non, vous n'êtes pas à la Knesset. Vous êtes à l'Assemblée nationale française. En tout cas, on ira d'abord féliciter tous ces députés qui issus de la diversité en général, la diaspora africaine au-delà du Maghreb, et pendant 5 ans, ils nous auront sur leur dos. Il y en a dans votre circonscription, vous? Ah ben moi, j'ai Monsieur Majoubi. On l'a appelé, il n'a pas voulu répondre d'ailleurs. C'est pas, c'est là. Il est très occupé, je pense qu'il considère que c'est fait. Ça y est. Non, mais il est ministre aussi. Secrétaire d'État. Ah oui, mais moi je trouve que c'est une belle image. 33 ans, secrétaire d'État, sa première campagne. Au numérique. Voilà, et puis voilà, c'est pas un Marocain, c'est Marocain, pardon, je parle du cuir, hein, avec le cul. C'est pas un fauteuil. Voilà. Il est pas là, voilà, il est pas là pour l'image d'Épinal. Et cher Christophe, vous avez le retour de Katia de Marseille qui écoute la radio. On l'embrasse, Katia. On t'embrasse, Katia. Voilà. Allez, le j'aime ou j'aime pas, très rapide avant d'écouter le coup de cœur de Tarek Mami. Donc je traduirai d'autres mots. Oui. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans mon j'aime ou j'aime pas? Tiens, l'Algérie a importé plus de 887 millions de dollars d'armes d'Allemagne. J'aime pas. En 2016, pour la scène année 2016. C'est rien, puisqu'en 2011, elle a importé pour 14 milliards d'euros d'armement depuis l'Italie et l'Allemagne. J'aime pas. C'est juste un 14e. Moi non plus, j'aime pas. Gaza, Israël réduit de 3/4 par jour l'alimentation d'électricité. Ben, j'aime pas, j'ai horreur. Que font les pays arabes qui fournissent le pétrole qui permet de les pays arabes ils se font la guerre entre eux. Ils se font la pôle en ce moment. Non, mais je pose la question, voilà. Donc, ils se font la guerre entre eux. On parle toujours d'Israël, mais parlons de ceux qui alimentent Israël. Tout à fait. Il y a une manifestation de soutien qui a eu lieu dimanche dernier, je crois, dans les rues de Tunis. Manifestation de soutien aux non-jeûneurs. J'aime. Ah oui? Oui, parce qu'on peut pas se considérer, cher Christophe, dans toutes vos questions que vous posez à tout le monde, dans mon ramadan à moi, la dernière question, est-ce que vous êtes pour un État laïque ou un religieux? On ne peut pas tous dans la rue dire on est pour un État laïque, et dès que ça commence à toucher notre propre religion, notre propre pays, nos propres convictions, redevenir... non mais j'aime bien, ça se tient, ça se tient. Bien sûr, le terroriste intellectuel. Moi je suis pour la liberté de chacun. Voilà. Il faut que chacun puisse faire, qu'il y ait un minimum, parce qu'encore il y a des traditions, qu'il n'y ait pas le grand restaurant ouvert sur l'avenue Habib Bourguiba. Je comprends. Il y a des touristes. Non mais je comprends. Mais quand on vient chercher quelqu'un parce qu'il a il a pas jeûné. Vous savez, Tarek, les Maghrébins, si vous voyez tu sais, les Maghrébins sont hypocrites avec beaucoup de sujets. Il y a des choses tabous. Ils sont hypocrites. Il y a les Noirs. Non. Il y a le racisme. Il y a le Ramadan. Il y a le fait d'épouser une femme plus âgée. L'homosexualité. Je peux vous faire une liste de 10 à 15. Et on est les on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tunisie, justement, on y reste. Un 5e homme condamné à de la prison pour non-respect justement du jeûne pendant le mois de Ramadan. C'est scandaleux. 5e homme. C'est 1 mois de prison, notamment un mec qui a fumé 1 mois de prison. Ce n'est pas l'islam et c'est gênant. Émirats Arabes Unis, des chrétiens ont invité des musulmans dans leur église pour faire la prière de Mourad. Disons oui, j'aime, avec une petite précision, que l'Émirat ne fait pas ça par conviction religieuse, elle fait ça pour montrer l'image d'un pays ouvert aux autres. Très bien. Incendie à Londres, évidemment. J'aime pas. Bien sûr qu'on n'aime pas. Mais des musulmans apparemment auraient, pour la plupart, en raison du Ramadan, donc veillé tard, ces quelques musulmans auraient permis quand même de sauver pas mal de personnes. J'adore.
Voilà. Moi j'aime, J'adore. après je pense qu'il faut pas faire les charognards. Je veux dire, quand on parle de mort, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas Non, de mais juifs, d'accord, hein. non, mais bon, voilà, c'est Parce tout. qu'on peut dire aussi qu'aujourd'hui l'organisation humanitaire qui est autour de cet incendie se gère depuis une église, donc on pourrait dire que les chrétiens ont tout fait aussi. Ouais. Donc, Non, mais il faut c'est- être citoyen, vivre voilà, ensemble. c'est dramatique, et moi, ça me fait de la oublier le peine, côté. et tant mieux qu'il y ait un côté NKM qui a fait un malaise, qui d'ailleurs indique être atteinte d'un traumatisme crânien après une altercation s'est passée sur un marché hier. Certains l'accusent d'ailleurs d'avoir orchestré ce sabre. Eh ben je le pense. Eh ben, Ah je vais ouais vous surprendre, je le pense. Parce que quand j'ai vu le profil de la personne qui l'aurait juste mis un courant d'air avec des affiches, le gars, pour moi, c'est un policier. Est-ce que vous avez rencontré une fois dans votre vie un KM à 50 cm? Ouais. Combien elle pèse? Ben, elle est pas lourde, mais alors, c'est pas... Combien elle pèse? Non, mais de là tomber, non, mais elle a perdu connaissance, peut-être parce qu'elle est plus fatiguée par sa campagne que par la violence du geste. Quand il a poussé, elle a probablement essayé de reculer, elle est tombée, et donc sa tête a frappé le trottoir. Tarek, Donc, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que à la limite, ce bonhomme a pris le métro et qu'on n'est pas arrivé à l'identifier. On va l'identifier, vous inquiétez pas. Alors que nos terroristes en herbe, lorsqu'ils viennent sur les Champs-Élysées vous faire un petit inquiétez pas. carnage, une heure après, on a l'identité des terroristes. Vous verrez que dans quelques jours, il sera. Pour finir, cher ami Tarek, vous avez choisi de nous faire, on va écouter un extrait de Lofé Bochnak. Pourquoi cette chanson? Alors, c'est une chanson que j'ai découvert, et je m'en veux, aujourd'hui, alors qu'elle a été écrite et chantée en 2015. Ouais. Les frères Bochnak? Non, c'est les frères Bochnak sont marocains, marocain. et l'autre c'est Bochnak, et il est tout seul, il est en Tunisie. Et en fait, c'est un coup de gueule contre la prolongation de la guerre de Syrie, même si le mot Syrie n'arrive pas. Et il dit, moi, je veux juste être citoyen, titulaire ou propriétaire d'un tout petit morceau de sable de ces pays, et vous qui faites de la politique, vous voulez tout, l'argent, les fauteuils, les pouvoirs, alors je vous dis prenez tout et laissez-moi mon pays, parce que je ne veux pas qu'il soit dans l'état dans lequel il est. En langue arabe, c'est tout simplement sublime. Merci Tarek Mami. C'est vraiment pour ceux qui aiment la chanson de parole, les chansons à parole, c'est ceux qui apprécient Jacques Brel dans le texte et dans la chanson des perles de pluie. Vous voyez la profondeur de cette expression, les perles de pluie. Vous en avez 1000 dans cette chanson de Lotfi Bochnak que nous allons écouter avec un grand plaisir. Merci Tarek Mami, merci Mourad Goual, à bientôt. France Maghreb vous souhaite un bon Ramadan.